Alors, lorsque je présentais les unes, je disais que il y a une information qui annonçait donc peut-être l'annulation de la plénière. Oui, c'est rectifié. Donc, la plénière devait avoir lieu hier. Ça a été annulé, reporté. Alors, aujourd'hui, donc, c'était une confusion. Alors, donc, aujourd'hui, les députés seront de l'autre côté de l'hémicycle, de l'autre côté de Porte Novo, et vont donc en procédure d'urgence statuer sur cette loi, cette demande de la révision de la Constitution. On va parler de tout cela. Les journaux ont abordé plusieurs sujets. Et Matin Libre, par exemple, qui parle de proposition de révision de la Constitution, la dignité individuelle des députés engagés. Mais avant, lorsqu'on parle de décès, et on parle de décès d'un honorable député, on ne peut pas ne pas quand même rendre un petit hommage à l'honorable député du Bloc républicain disparu avant de commencer le débat. Laurent Roland Toniquès, bonjour. Mori Agua, bonjour, amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Adrien Tchobankou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous. Une fois encore, un député nous a quittés, Laurent Roland Toniquès. Oui, David Gbangba, c'est un honorable que j'ai eu la chance de connaître dans les années 2012 à 2016 parce qu'il avait une affaire en commun avec quelqu'un avec qui je travaillais, donc que j'ai côtoyé longtemps. Je crois que c'était un opérateur économique également qui a réussi sur plusieurs plans, sur plusieurs plans. Malheureusement, pour la 9e législature, il n'a pas été réélu parce qu'il était de la 7e ou 8e, sous Boniaï. C'est sous Boniaï qu'il avait eu la chance, je crois, sauf erreur de ma part, d'être député pour la première fois. Et puis après Boniaï, il est rentré dans le Bloc républicain. Il a son parcours politique dans Dogbo et environ, dans une certaine mesure. Je crois que nous allons dire paix à son âme, condoléances à toute sa famille biologique, à sa famille politique. Je sais qu'il a encore des enfants au bas âge. Courage à ses enfants, courage à sa famille, je ne vais pas aller. Donc courage à sa famille. Très bien. Adrien Tchobankou. Oui, en fait, David Gbangba a passé de vie à trépas. Il a tiré sa révérence en France hier jeudi et la nouvelle était tombée. Et on a été informé de ce qu'il était un peu indisposé. Il s'est rendu pour son check-up à Paris en janvier passé, mais malheureusement, il ne nous est plus revenu. On dira tout simplement courage, et courage à sa famille biologique, à sa famille politique, parce qu'il est du Bloc républicain. David Gbangba a un parcours atypique hors pair en matière de la politique. On a vu un peu comment il avait défendu le Bloc républicain à Dogbo il y a quelques mois. Et vous savez, David Gbangba, c'est celui-là, c'était l'homme fort de Dogbo en réalité. Il est de Ronton. J'ai eu la chance de lui rendre visite sous Yaïboni, au temps de Yaïboni, parce que il était très proche du pouvoir Yaïboni. C'est un opérateur économique, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Je pense que, bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous allons prier pour le repos de son âme. Prions donc pour le repos de son âme, de David Gbangba à un autre hommage, la dépouille de notre consoeur, j'allais parler d'Annick Ballet, rentrée au pays hier, tard dans la soirée. Et voilà, les hommages lui seront rendus. Il y a une veille de prière qui est prévue ce soir à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Et puis demain, il y aura un recueillement et puis la messe qui aura lieu à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Voilà. Et l'enterrement au cimetière PK14. L'enterrement au cimetière PK14. On croyait que c'était un canular, mais la nouvelle est vraie. Sa dépouille est rentrée. Annick Ballet est réellement partie. Laurent Roland Toniquès. Est-ce qu'on doit encore douter de ce que Annick Ballet est partie ou non, je crois que
l'information a circulé, donc ça a été confirmé par ses proches et par ses collègues. C'est une grosse perte pour la presse béninoise, même si on dit qu'elle a déjà 60 ans. Je crois qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre à la nouvelle génération. Ah oui, 60 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est des gens qui ont eu des expériences qu'ils doivent partager avec la nouvelle génération, parce qu'il faut dire, il faut avouer, il faut être honnête en le disant que notre génération, malheureusement, nous avons encore des choses à apprendre des années, dans une certaine mesure. Et ces personnes qui meurent aussi vite de cette manière, parfois, c'est un gros problème pour nous. Un gros problème pour nous. Et donc, j'estime fondamentalement que nous devons prier pour que ceux qui restent là durent dans le temps. Parce qu'on a pu voir, même à 80 ans, quand Jérôme Carlos est décédé, nous avons eu des soucis parce que c'est une tête bien faite qui était partie. Donc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous devons aussi apprendre à célébrer les gens de leur vivant. Parce que Annick Ballet méritait au moins qu'on la célèbre depuis qu'elle était là. Elle a montré, présentatrice du journal télévisé, je crois qu'elle a été le modèle pour beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes béninois qui ont envie d'aller à la presse pour être présentateurs dans une certaine mesure. Paix à son âme, condoléances à sa famille biologique et à sa famille professionnelle, nous tous d'ailleurs, parce que tous ceux qui, de notre génération, ont réussi à avoir comme coach, comme mentor, Annick Ballet aujourd'hui le témoigne. J'ai pu voir une photo circuler d'une consoeur qui montrait qu'à Radio Univers, elle était la marraine de leur promotion. Donc, je crois que c'est autant de choses qu'il faut mettre en valeur et les célébrer une fois encore. Il y a encore beaucoup de Annick Ballet dans la presse béninoise aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de Jérôme Carlos dans la presse béninoise aujourd'hui qu'on ne célèbre pas. Il faut attendre peut-être que ces personnes meurent pour qu'on commence par en tout cas à partager des discours kilométriques ou bien passer des heures à parler sur les plateaux de télévision pour dire les ça, mais au-delà de son vivant, il faut organiser une fête. Donnez-lui ce qu'elle a envie de manger ou ce qu'il a envie de manger, ce qu'il a envie de boire, célébrez-le. Cherchez, demandez-lui quel artiste il adore, que l'artiste là vienne presser devant lui de son vivant. Et après, quand il meurt, vous pouvez me faire conduire sur le pavé du cimetière comme c'est prévu pour notre aîné aujourd'hui. C'est autant de choses que nous devons apprendre à faire plutôt que d'attendre les morts, que les gens meurent pour venir les célébrer. L'artiste que j'adore, c'est Michael Jackson. Il ne vit plus. Donc voilà, pas la peine d'inviter un artiste. On va peut-être inviter. On va peut-être inviter Majesty pour vous. À Jovi. D'accord. Ben, ça me fera plaisir. Adrien Tchoumakou, vous avez côtoyé Annick Ballet, notre grande sœur, notre dada adorée, notre journaliste. Oui, il faut dire que ce que je retiens d'Annick Ballet, c'est qu'Annick Ballet a toujours fait la promotion de la chante féminine. Et vous savez, sous Kérékou et sous, comment on appelle, Boniyaï 1, Boniyaï 2, Annick Ballet, c'est la promotion de la chante féminine, tant bien au niveau de la radio qu'à la télévision nationale. Quand Annick Ballet fait la présentation pour le journal de 20h, c'est que on mobilise, toute la population béninoise est mobilisée pour pouvoir la suivre. Elle a cette technique de présenter le journal. C'est tout comme si, c'est-à-dire, elle t'amène à la suivre du début jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il est question. Annick Ballet, elle est partie, elle nous a quittés. Et moi, je dirais qu'elle nous a quittés prématurément, même si elle a déjà bouclé 60 ans, parce que pour moi, c'est après 60 ans que la belle vie commence. C'est de ça qu'il est question. Je pense que Annick Ballet nous a abandonnés, elle a laissé sa jeune fille, et c'est vraiment douloureux. D'ailleurs, c'est la jeune fille, sa fille, l'unique d'ailleurs qui nous a informé du décès de sa maman, puisque sa fille est à Paris. Donc, c'est elle qui a suivi correctement sa maman, et bon, jusqu'à ces derniers jours. Il faut dire que Annick Ballet, elle est décédée, mais elle est toujours parmi nous, puisque les morts ne meurent jamais. Les morts ne meurent jamais, ils sont dans l'eau qui coule. Nous avons vu tantôt sa dépouille, voilà, elle est là. Les hommages lui seront rendus dignement. J'ai eu l'occasion de la côtoyer quand j'étais directeur à Radio Univers, où on l'a invitée pour une communication. Elle n'a pas du tout marchandé sa disponibilité, et puis elle a beaucoup à apprendre à ceux-là qui aspiraient au métier, comme l'a dit Laurent Roland Toniquet. Paix à l'âme d'Annick Ballet. Nous allons prier Dieu pour que nous ayons
beaucoup d'autres Annick Ballet, comme vous l'avez dit, Laurent Roland Tony. Il y en a déjà, jusqu'on ne les célèbre pas. On ne les célèbre pas. Juste qu'on ne leur donne pas la valeur qu'il faut, juste qu'on ne les mette même pas en valeur, juste parce qu'on ne veut pas reconnaître leur mérite. Il y en a plein. Il a fallu que Annick Ballet décède maintenant pour que beaucoup de personnes qu'on ne connaissait même pas, mais qu'on ignore, sortent de l'ombre pour parler d'elle, pour dire voilà ce que j'ai partagé avec elle. Je pense que si vous avez la chance de partager quelque chose avec quelqu'un et que vous voyez, c'est très important de commencer par célébrer la personne. Nous avons beaucoup de canaux aujourd'hui qui nous permettent de célébrer les gens. Vous pouvez prendre un test aujourd'hui, que ça va susciter peut-être d'autres personnes, motiver d'autres personnes à faire de même, pour qu'on comprenne. Puisqu'en réalité, ne pas célébrer les valeurs font qu'aujourd'hui les vices prennent le dessus. Ne pas célébrer les vertus, j'allais dire, c'est ça qui fait que les vices prennent le dessus. Quand vous célébrez ceux qui font bien, ceux qui ont envie de faire mal, comprendront que s'ils ont envie d'être célébrés, ils doivent pouvoir s'arranger, faire l'effort de bien faire. C'est de ça qu'il est question. Absolument, mais il faut toujours bien faire ce que l'on fait, il faut toujours bien faire ce que l'on vous confie. À la une de Fraternité, l'on annonce une grève d'avertissement de 24 heures dans l'enseignement. Et puis, le journal parle d'une première depuis 2018. Aujourd'hui, on parle de grève et on parle d'une première depuis 2018, alors qu'on a connu des grèves perlées qui ont paralysé l'administration. Les grèves n'étaient pas, comment dire, ce qu'on recherchait à la loupe au Bénin, Adrien Kizako. Oui, il faut dire que Fraternité a fait cette petite analyse pour montrer que d'abord, depuis 2018, le journal a rappelé bien sûr que la loi, qu'il y a une loi qui encadre désormais le droit de grève en République du Bénin. Et que cette loi, depuis que cette loi a été votée et promulguée par le chef de l'État, nous avons constaté dans notre cher et beau pays qu'il n'y a plus de grève perlée. Dans le secteur de l'éducation, bien sûr, qu'il n'y a plus en réalité de grève dans le secteur de l'éducation. Le constat est évident parce que tous nos enfants vont à l'école dans le secteur public. Pratiquement pendant toute l'année scolaire, depuis 2018, on n'a plus suivi des grèves. On n'est plus informé de ce qui a grève, que les enfants soient à la maison. Tout se passe bien. Donc, tout se passe plus ou moins bien. Le calendrier des examens est respecté. Le calendrier est bien respecté. Maintenant, est-ce que c'est parce que tout va bien ou tout se déroule très bien à l'école qu'il n'y a pas de grève, que tout se passe très bien entre l'employeur et l'employé au sein du secteur éducatif, qu'il n'y a pas de grève? Je vous pose la question, est-ce que c'est parce que tout va bien? La réponse est non. C'est parce que aujourd'hui, les responsables syndicaux du secteur de l'éducation ont compris qu'ils n'ont plus ce pouvoir d'aller en grève. Puisque pendant toute une année scolaire, la loi dit que vous ne pouvez faire que 92 heures de grève. Pendant toute l'année? Pendant toute l'année scolaire. 10 jours. 10 jours. 10 jours, ça fait combien? Ça doit dépasser ça, hein, je pense. C'est 10 jours de grève de toute façon. En tout cas, 10 jours de grève. Ça fait 240. Ça fait 2 semaines. 240 2 semaines. Parce qu'un jour, c'est 24 heures. D'accord. Donc, vous multipliez par 10. Ok. 240 Je heures. ne suis pas trop fort en calcul. Oui, mais vous l'avez dit. Donc, une chose est claire, les syndicalistes ont compris que pendant toute une année scolaire, qu'ils ne peuvent plus aller en grève de plus de 10 jours. Maintenant, soit un jour par mois ou bien combien? Ce faisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas seulement prioriser le dialogue? Donc, le dialogue a été priorisé depuis 2018 jusqu'à ce jour, ça fait 6 ans. Et maintenant, ils ont compris que malgré que le dialogue est priorisé, qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Mais il y a une question qui se pose. Quand vous prenez lecture, quand vous donnez lecture, quand vous lisez les revendications, il y a pour moi personnellement, il y a des revendications qui sont légitimes et des revendications que ces syndicalistes ne peuvent pas en parler. Des revendications qui ne peuvent pas en parler, par exemple. Quand ces centrales et confédérations syndicales demandent à ce que vous êtes du secteur de l'éducation et vous demandez au chef de l'État, vous dites que si on ne réduit pas les taxes et les impôts en République du Bénin,
vous allez en grève parce que ça ne vous permet pas de jouir correctement de votre salaire, de jouir de ce que vous gagnez. Les tasses sur salaire IPTS? Non, non, des tasses de façon générale sur les impôts. D'accord, d'accord. Or, en République du Bénin, nous sommes conscients de ce que nous n'avons pas de ressources minières. Et nous devons vivre des tasses, même si nous sommes aussi conscients de ce qu'il y a des tasses exorbitantes dans notre cher et beau pays, le Bénin. Est-ce qu'ils auront gain de cause avec ça? Donc, je pense que ça, là, par exemple, il ne peut pas en parler. Ce que j'apprécie dans leurs revendications, c'est qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait des recrutements d'enseignants, d'enseignants qualifiés, autant bien au niveau de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que dans nos universités. Lorsque les enseignants, les centrales de confédération syndicale disent par exemple que si le gouvernement ne déploie pas tous les AME qui sont dans la donnée de base de recrutement, Dans les bases de données. dans les bases de données, qu'ils iront en grève illimitée, je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'autant plus que ce n'est pas tous ceux qui aspirent à être enseignants qu'on peut déployer au même moment. C'est toute une étape. Et on ne peut pas prendre tout le monde au même moment. Et qu'est-ce que vous estimez qu'on peut leur octroyer alors? Ce que j'estime qu'on peut leur octroyer, c'est par exemple quand ils demandent à ce que le gouvernement puisse doter les universités, les établissements, les écoles, de matériel adéquat, hein, des données, des choses qui vont leur permettre de bien faire le travail, ça je suis pour. Okay. Parce qu'il y a insuffisance, par exemple. Ils n'ont pas parlé de primes? Non, non, ils n'ont pas parlé de primes. Ils n'ont pas réclamé de primes. Donc je pense quand même qu'il y a une vérité dans ce qu'ils réclament, mais ils doivent reprendre leur... Il y a des choses que le gouvernement ne peut pas forcément satisfaire. Mais c'est de leur droit d'aller en grève. Sans être avocat du gouvernement, vous êtes objectif. Je suis objectif et vous savez que moi, je ne suis pas là pour porter le gouvernement ni porter ces syndicalistes. Je suis là pour la vérité, rien que la vérité. Si le gouvernement fait bien, je dis qu'il fait bien. Si c'est mauvais, je dis le gouvernement, vous avez mal fait. C'est ça. Très bien. Si les syndicalistes font bien aussi, j'apprécie. Très bien. Laurent Roula-Tonekes, voilà des revendications dont nous parle Adrien Tchomankou. Mais oui, que ce soit satisfaisable, je vais dire non, ou pas, il part en grève quand même de 24 heures. Alors, je suis heureux qu'Adrien Tchomankou reconnaisse que quand bien même on a un tel droit de grève aux enseignants, en tout cas aux fonctionnaires de l'État, et qu'on ait réduit ça à 10 jours, qu'il y a des problèmes à régler. Alors, je crois que dans une certaine mesure, le gouvernement doit chercher à être honnête avec lui-même. Parce que quand vous interdisez aux gens d'aller en grève dans une certaine mesure, c'est que vous devez prendre comme priorité de régler les problèmes qui existent. D'accord? Nous avons empêché les gens d'aller en grève, mais est-ce que nous avons résolu les problèmes qui existaient avant leur arrivée en 2016? Les problèmes qui se sont ajoutés, est-ce que les problèmes ont été résolus? Si on se pose cette question, non, ça n'a pas été réglé. On a toujours dénoncé ici le manque d'infrastructures scolaires de qualité. On l'a dénoncé. On a toujours dénoncé le manque d'enseignants dans nos écoles, oui ou non. On a toujours dénoncé le salaire qu'il faut augmenter aux enseignants, oui ou non. On l'a dénoncé. Est-ce que ces problèmes ont été réglés? Non. Et j'ai toujours donné comme priorité, comme première image, Vent Talon à Imenvougo demain. École en matériaux précaires. Finalement, j'ai retrouvé cette école. Vous avez vu l'école? Oui, j'ai retrouvé cette école. Oui, j'ai retrouvé cette école. Je suis allé là-bas plus de 4 fois, je n'ai pas vu l'école. L'école est à droite avant le tournant. Avant le tournant. Très bien. Vous avez vu ça? Ouais. Oui, j'ai vu l'école récemment. Que c'est pas. J'ai vu l'école. Voilà l'école dont parle. Ça, non, non, pas. Ça, c'est Godomé. Imaginez on va amener la caméra là. Ça, c'est Godomé. Imaginez ce qui se passe dans les lieux reculés. C'est autant de choses qu'il faut régler. On n'a pas résolu ces problèmes. On interdit aux gens d'aller en grève. Et puis vous pensez que, oui, ils n'ont pas le droit d'aller en grève. Ils doivent aller en grève, même si c'est 10 jours. Même s'il faut épuiser les 10 jours de grève, ils n'ont qu'à épuiser les 10 jours de grève pour se faire entendre. Pour que la population, pour que les parents d'élèves comprennent qu'il y a des problèmes dans l'école béninoise et que c'est les enseignants qui portent la responsabilité. À la fin de l'année, quand il n'y a pas un bon résultat pour l'examen du CEP, on est prêt à prendre des sanctions contre les directeurs du CEP, du système 2 pour dire que... On les décharge. On les décharge. 0%, on les décharge. Mais autant il y a des problèmes dans l'enseignement béninois. Osons le dire. Première chose. Deuxième chose, vous dites que oui, qu'ils ont dit qu'on va réduire les tasses et autres là.
Mais Adrien Tchoumankou, nous sommes au Bénin. Si nous autres, nous sommes dans le privé et que nous n'avons pas la possibilité de demander ou de faire pied de grue pour nos employeurs pour qu'ils augmentent le salaire, dans le public, l'État a la responsabilité de faire en sorte que les travailleurs et les fonctionnaires soient très bien payés. Et vous convenez avec moi que les salaires politiques sont exorbitants par rapport aux salaires des professionnels. Et comment? Vous le savez très bien. Donc ceux-là qui demandent qu'on réduise les taxes n'ont pas tort. Si vous ne voulez pas réduire les taxes, alors augmentez les salaires. Pour que les salaires soient proportionnels aux taxes qu'ils doivent payer dans une certaine mesure. Quand vous demandez, quand on prélève des taxes, on prélève des impôts, quand même, vous payez. Mais le salaire n'a pas évolué. Mais les taxes évoluent. On appauvrit qui? Les fonctionnaires. Pendant que d'autres ont des salaires politiques exorbitants, mirobolants dans une certaine mesure. Vous savez ce dont je parle. Mais c'est pour vous dire que quoi? Ils ont le droit de demander qu'on réduise les taxes et les impôts. Si vous ne voulez pas réduire les taxes et les impôts, ce n'est pas compliqué. Augmentez les salaires de l'autre côté alors. C'est très important. Maintenant, non mais au niveau des fonctionnaires, pour les fonctionnaires, si vous ne voulez pas réduire les taxes et impôts... Ils ont augmenté les salaires récemment. Mais les salaires, vous savez très bien que cette affaire de salaire-là, on a fait suffisamment le débat sur le plateau. Hein. Oui, même si ils ont augmenté, certains disent même de façon exponentielle. Comme ça, c'est encore autre chose. Non, attendez, ça c'est encore autre chose. Quand ils demandent de reverser les AME, vous pensez qu'ils ont tort? On nous dira qu'il n'y a pas les moyens. Mais ce n'est même pas le même gouvernement qui a, avec déjà les ministres qu'on a, qui a annoncé qu'ils vont nommer ministres conseillers. Ministres conseillers, là, on veut les payer avec quoi? On veut les payer avec des bâtons de craie? On veut les payer avec des bonbons de chewing-gum? On veut les payer avec de l'argent. Si on a de l'argent pour payer, pour nommer les ministres conseillers, et on va leur donner de l'argent, ça veut dire que l'argent est disponible pour alors arranger la situation des AME. Je pense que les revendications des travailleurs ne sont pas illégitimes. Il n'y a aucune revendication qui soit illégitime. Toute revendication a son sens. Parce que celui qui demande, qui fait les revendications, c'est pourquoi il demande faire part de ces revendications. Et quand vous cherchez à comprendre, vous comprenez. Donc, rien que pour ces deux aspects que vous avez évoqués, je pense que les fonctionnaires n'ont pas tort de demander ça. Si nous devons parler de réduction, si on doit dire on ne veut pas réduire les taxes et les impôts, d'accord, parce que nous avons un pays essentiellement fiscal, c'est ce qu'on nous a chanté tout le temps, nous sommes chantés, ça chute tout le temps. Mais au fond, c'est pas, quand bien même le pays est essentiellement fiscal, des gens sont à 3 millions, 5 millions par mois dans ce pays. D'accord? Font-ils quelque chose d'extraordinaire qu'un enseignant qui doit aller enseigner dans les villages de Segbana ou de Penko? Font-ils quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un qui doit enseigner dans les milieux à risque, à Kandi, à Malanville ou Karimoma? Non, mais écoutez, apprenons, commençons pas à bien traiter les enseignants dans nos pays. Si vous et moi, nous parlons français sur ce plateau, nous le devons à un enseignant ou à une enseignante. À plusieurs enseignants. Et ces gens, à un moment donné, on les a maintenus dans la souffrance pendant des années. Nutete Boniaï qui est venu. Un temps, ça peut réduire, régler. Changer un peu. Le système de vie, que ce soit du primaire, maternel, secondaire et à l'université. Si ce n'est pas Boniaï qui est venu arranger ça un peu, c'est que les enseignants sont les derniers mieux lotis de la République. Allons nous continuer à faire ça? Non, je pense que il faut réduire. Si on ne veut pas réduire les taxes, augmenter le salaire des enseignants. Si vous ne voulez pas le faire, les AME, si vous pensez que vous avez l'argent pour payer les ministres conseillers, trouvez les moyens pour reverser les AME et de leur payer un bon salaire. Et le débat sera clos. Oui, je voudrais préciser quelque chose. C'est quoi? Je ne suis pas contre une augmentation du salaire. Pas du tout. Je suis pour que ces syndicalistes demandent que le gouvernement augmente les salaires aux AME. Mais moi, je dis que je ne suis pas pour que les syndicalistes demandent au gouvernement de diminuer les taxes et impôts, sinon ils iront en grève, ou du moins ils vont abandonner les classes. Attends, je vous demande, ça c'est le premier point. Appelez un enseignant, dites-lui combien il gagne comme salaire, et demandez-lui combien il paye comme ça, taxe par mois, et vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Oui, allez-y. Je ne suis pas non plus pour le fait que, parce que ça fait partie de leur revendication, ou quand vous lisez la plateforme revendicative, ces syndicalistes disent qu'ils invitent le gouvernement à réintégrer, à rappeler les enseignants qui sont délibérément allés en grève et on les a radiés. Mais ça a été réglé depuis. Ça, c'est réglé, ça, c'est réglé depuis. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Il y en a ça, pas eu. Il y en a qui ont été retirés. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus? Non, non, je crois. Il y a peut-être que des gens ne sont pas revenus après et ont voulu reprendre. Mais ce problème est réglé depuis. Il y a un problème qui se pose.
Lisez la plateforme, c'est écrit blanc sur noir, je l'ai lu. Adrien Tchomakou. Vous comprenez? Je vais plus loin. Adrien Tchomakou, si les enseignants réclament des choses, c'est parce qu'ils sont en difficulté. Non, je ne suis pas lorsqu'il contre. Lorsqu'il n'y a pas des tasses, pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus aller au cours à 8 heures? Est-ce que ce ne sont pas ces tasses? Est-ce que ce ne sont pas ces tasses perçues? On se sert de ces tasses pour pouvoir leur payer le salaire. Oui. Donc moi je dis, on ne peut pas dire au gouvernement que si le gouvernement ne réduit pas les tasses ou les impôts, qu'ils vont abandonner la crèche. Si les tasses mobilisées permettent... Ils peuvent réclamer une augmentation de leur salaire. Ils peuvent réclamer ce qu'ils ont réclamé, par exemple, ils demandent à ce que le gouvernement leur donne de matériel adéquat. Oui, je suis pour. Que le gouvernement favorise leurs conditions. Je suis pour. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas demander. Si ces salaires, ces tasses dont vous parlez, qui sont récoltés, mobilisés, permettent à payer les salaires, et qu'on a tout à payer des gens vachement dans ce pays, je trouve qu'on doit pouvoir rétablir la justice et arranger leur situation. C'est tout simple. Les enseignants ne peuvent non plus demander à ce que, par exemple, que, comment on l'appelle, ce qui est dans leur plateforme là, ce qui réclame là, que, j'oublie même, que les AME, qu'il faut redéployer tous les AME qui sont dans leur base de données. Mais qu'est-ce qu'ils disent de mal? Il n'y a pas de mauvais là. Non, le problème c'est quoi? C'est une question d'étape. Est-ce que le gouvernement n'avait pas expliqué cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas manque d'enseignants sur le terrain? Quand ils ont demandé de procéder à un recrutement d'enseignants de qualité, je suis pour. Mais les AME, quand vous êtes aspirant au métier de l'enseignement, vous suivez encore une formation. Écoutez, on ne vous envoie pas comme ça. C'est toute une étape. Le gouvernement lance recrutement de policiers et de militaires depuis des années. Chaque année au moins, on lance au moins une fois ou deux fois. On recrute, non. Oui. Et ceux-là ne sont pas aspirants militaires ou aspirants policiers. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on veut maintenir les autres dans cette situation de AME? Si on ne recrute pas les gens, qu'on ne les appelle pas aspirants militaires ou aspirants policiers, ça veut dire que ces gens qui sont aspirants là, on peut leur déjà donner le titre d'enseignant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la base de données depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ont prouvé qu'ils peuvent enseigner. Il y en a même qui ont fait les écoles normales. D'accord? Je suis allé faire une école normale pour être enseignant. On me recrute dans une base qu'on m'appelle aspirant au métier d'enseignant ou d'enseignement, je ne sais pas. Et puis, j'exerce ça pendant 1 an, 2 ans. Et on continue de m'appeler. Attendez, les syndicalistes peuvent réclamer, ils peuvent demander à ce que ces aspirants soient évalués. Non, quand ils seront évalués, là, on pouvait procéder à leur réintégration en agent permanent de l'État ou en agent de l'État. Ceux que vous avez appelés AME qui sont allés dans les classes, on donne les résultats, oui ou non? On va parler d'autres choses. Non, permettez que ceux qu'on a envoyés dans les classes là, qu'on a appelés AME, ils n'ont pas donné les résultats. Il y a d'autres sujets. Il y a ceux qui ont donné de bons résultats. Mais pourquoi est-ce que vous voulez continuer à les maintenir? C'est une humiliation pour le corps enseignant. Autrement dit, vous êtes d'accord que les enseignants partent en grève? Oui, je suis d'accord qu'ils partent en grève. Quand vous avez des revendications, vous allez en grève, vous vous faites entendre. Ils ont le droit de grève, ils peuvent aller en grève. Même si au bout de 10 jours ne donnent pas satisfaction, mais ils ont réussi. Pas de ne pas aller en grève. Même s'ils n'ont rien. Mais il faut que ce qu'ils réclament cadre avec la réalité. Ça cadre avec la réalité. Tout ne cadre pas avec la réalité. C'est vous qui voyez que c'est un cadre avec la réalité. Il y a une partie de vérité dans ce qu'ils réclament. Et je suis d'accord. Moi aussi, Adrien Tchomakou, je suis d'accord avec vous que vous éclairez le gouvernement pour montrer que tout ne cadre pas, mais ce qu'on doit satisfaire, il va falloir qu'on... L'impôt est quérable. On ne peut pas dire au gouvernement de ne pas aller chercher de l'argent pour venir... Vous dites que l'impôt est quérable. L'impôt est quérable. Si on a un sujet, un jour, je vais revenir sur ça. Parce que je garde cette fois pour vous. L'impôt est quérable et le gouvernement doit passer par tous les moyens pour avoir l'impôt. Aucun Béninois ne peut délibérément aller payer l'impôt. Moi, j'ai été clair. Ils ont demandé que le gouvernement réduise les taxes et impôts. Si le gouvernement pense que ce n'est pas possible de réduire les taxes, augmenter les salaires. C'est tout simple. Ils n'ont qu'à augmenter les salaires. C'est tout. Mais qu'on n'impose pas ça là au gouvernement. Sujet clos. À la une de Matin Libre, l'on parle de proposition de la révision de la Constitution, la dignité individuelle des députés engagés. Laurent Roland-Tony, qu'est-ce la révision de la Constitution sera effective selon vous à l'Assemblée nationale? La révision de la Constitution, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, sauf changement de dernière minute. Ça ne passera pas. Vous n'êtes pas Dieu. Je vous dis. C'est une question de Dieu. Je vous dis. C'est une question de Dieu. Je donne mon avis. Il n'est pas Dieu, il n'est pas député à l'Assemblée nationale. Adrien Tchomakou, soyons réalistes. C'est une question de Dieu ici. Écoutez,
L'Assemblée, c'est une église, c'est une église. Attendez, laissez-moi finir. L'Assemblée, c'est le haut lieu de la politique. Laissez-moi finir. Vous pensez que c'est 28 députés démocrates? Vous pensez que c'est 28 députés démocrates? Si j'ai fini, vous allez développer votre thèse, Adrien Tchoumakongo. Mais moi, je dis une chose. Vous avez chacun une En l'état, la révision de la Constitution ne passera pas. Maintenant, je sais qu'il y a des réunions de nuit, mercredi, jeudi. Peut-être que ça peut changer les choses. Mais jusqu'à mercredi, jeudi, je sais que la révision ne passera pas. Maintenant, vous savez, je l'ai toujours dit, c'est moi-même qui ai reconnu aussi sur le plateau que oui, il ne faut jamais faire confiance aux politiques. Le code électoral sera modifié, ils vont tenir compte de la loi Aké, en tout cas de la position Aké, ça passera. Ils ne prendront pas les dispositions proposées par les partis des démocrates, puisque là aussi, on n'a pas besoin d'une majorité donnée dans certaines mesures. Ce que Aké Nathalie propose va passer. Ce qu'il y a su, ils vont modifier des choses dedans pour que, et c'est peut-être ça qui a motivé la réunion de mercredi nuit, hier nuit, je ne sais pas, parce qu'il est dit clairement que c'est les députés de 2026, en tout cas, certains chefs souhaitent que ce soit les députés de 2026 qui parrainent. Mais ceux qui sont là ont compris qu'en fait, on veut les décharger d'un pouvoir. Donc, même les députés du PBR ont compris que à cette allure-là, eux-mêmes n'auront plus d'autorité. Donc, ils souhaitent que ce soit eux qui parrainent. Mais, donc, c'est la chose à modifier. Mais cette position de laquelle va passer, ils ne vont pas tenir compte de ce que disent les démocrates dans une certaine mesure. Mais au niveau de la révision, ce n'est pas évident que ça passe. J'en ai fini. Pourquoi parlez-vous de Dieu? C'est une question de Dieu? Non, non, il a été catégorique, il dit que la révision ne peut pas passer. Or, en République du Bénin, après Dieu, c'est Patrice Talon. J'ai dit ça ne peut pas passer, j'ai dit, si j'ai expliqué. Hein? J'ai dit ça ne peut pas passer. Et j'ai dit que jusqu'à hier, en tout cas, à cause des réunions de nuit, ça peut arriver que ça change. Ça peut changer. Dites-nous ce que vous en pensez. Et ça pourrait changer. Vous n'avez pas dit ça va changer. Je n'ai pas dit ça doit. Je ça va changer. Je ne suis pas député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on peut réviser la Constitution à partir de ce jour même. Par quelle alchimie? Si on franchit l'étape des 2 tiers, c'est que ça passe. Si les députés du bloc du Parti des démocrates ne sont pas soudés, s'il y a 2-3 qui pensent que bon, on peut réviser la Constitution et ils font défection, c'est que ça va passer. Puisque je pense que jusqu'à l'heure où je vous parle, les députés du bloc républicain et les députés de l'Union progressiste sont soudés, en tout cas au plan politique. Eux aussi, de leur côté, ils peuvent faire défection s'il peut y avoir un vote secret. S'il peut y avoir un vote secret, c'est que, oui, je peux dire que ça ne va pas passer. Mais si c'est vote à main levée, écoutez, ça peut passer. Justement, c'est le contraire qui pourrait faire mal. Parce que quand c'est vote à main levée, les députés et les démocrates auront peur de voter pour. Ils auront peur de lever la main parce qu'on les connaîtra. Par contre, si c'est vote secret, c'est là que les députés et les démocrates, ce n'est pas mieux, peuvent voter pour. Ce que vous ne comprenez pas, c'est au moment où on doit procéder à un vote, un député souhaite d'aller aux toilettes. Et avant qu'il ne vienne, il peut aller passer 30 minutes aux toilettes. Et c'est déjà passé. Non, mais dans la question de révision de la Constitution, il y a une majorité qui a exigé oui, c'est-à-dire que on ne parle pas de député qui pourra aller aux toilettes. Ce dont vous avez dit que... Vous connaissez la minorité de blocage. Oui, vous avez dit que si vote à votre main levée, que ça va passer et que c'est votre secret. Bien au contraire, c'est quand c'est votre main levée que les gens auront peur de s'affirmer. Et parce que le peuple serait en train de les voir. Mais sans quand ça va être votre secret, vous ne serez pas surpris que peut-être les 28 députés aussi accompagnent le mouvement. C'est de ça que moi je parle. Donc, il n'y a pas de question de quelqu'un d'ir aller aux toilettes. Non, non, non. Au contraire, si tu n'es pas là, tu déposes ta procuration et vite fait et bien fait. C'est de ça qu'il est question. Non, on a vu, paix à son âme, le député, l'homme de Ouida, là, Souya Iboni, au moment où Maître Adrien Humbedier, comme il couchait, ils étaient tous candidats au PESOA, pour le PESOA. Vous parlez de Souza? De Souza. Vous avez vu comment ça s'est passé? Donc ça peut se passer au sein des députés du Parti les démocrates. Bon, une chose est claire, rien n'est gagné d'avance. Ok. Rien n'est gagné d'avance. Les des avis sont partagés. réunions continuent de se dérouler, même sur des portables, virtuellement. Ben, très bien. Les avis sont partagés. Oui, ainsi comme le dira l'autre. On va attendre pour voir ce qui va se passer aujourd'hui de l'autre côté de l'Assemblée nationale. On va aborder en quelques minutes également un dernier sujet. C'est par exemple les 4 vérités qui parlent de Djokbenou, candidat
au Dauphinat. Diogbenou, candidat au Dauphinat. Je ne sais pas si c'est le même quotidien qui parle de sa proactivité et qui pense que c'est trop tôt de faire sa promotion ou du moins ce qu'il commence la campagne anticipée. Bon, de quoi accuse-t-on Diogbenou, Laurent Roland-Tonekes? Personne n'accuse Joseph Diogbenou. C'est un acteur politique qui a eu son parcours, c'est vrai, acteur de la société civile, en qui le peuple, notamment les électeurs Cotonou, avaient placé une confiance énorme dans une certaine mesure. Et puis après, il a pris son temps, il a pris par des responsabilités politiques et cette confiance s'est effritée avec le temps dans une certaine mesure. Et si quelqu'un doit se remettre en cause, c'est lui-même qui doit se remettre en cause. Personne n'en veut à Joseph Diogbenou, c'est lui-même qui doit revoir sa manière de faire la politique pour se dire, mais qu'est-ce qui m'a conduit à cette situation et qu'est-ce que je dois faire pour me faire apprécié une fois encore par les électeurs de la ville de Cotonou. C'est très important ce dont on parle. Donc aujourd'hui, quand les gens pensent que d'autres personnes en veulent à Joseph Diogbenou, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas continuer à penser que les gens en veulent à Joseph Diogbenou. Joseph Diogbenou doit questionner son parcours politique. Acteur de la société civile apprécié avec Alternative Citoyenne, élu député de toute façon en 2015. De 2015 à 2024 aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sur son parcours politique, il a été tout le temps honnête et rassurer les acteurs politiques ou les électeurs par son mode de fonctionnement dans une certaine mesure. N'oubliez pas que personne ne l'a obligé à dire ruse et rage. On a vu ce qui a suivi. Donc les gens lui en veulent pour ça peut-être. Quand les personnes ont vu ces prises ces décisions à la Cour constitutionnelle où les décisions passaient comme une lettre à la poste. Donc aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est rattrapé par ces faits par le passé, par ces faits, ces actes posés par le passé. Et puis après, on voit que son grand frère, Séraphin Agbangbata, écume les hameaux, je sais quoi, de notre pays pour défendre l'initiative JFD, Jeunesse Force Développement, je ne sais quoi, Joseph Diogbenou. Donc il passe de commune en commune et il parle. Donc le grand frère peut-être aujourd'hui a compris la nécessité de descendre sur le terrain pour soigner à nouveau l'image de son petit frère. Donc personne ne leur en veut. C'est à eux de comprendre que oui, à un moment donné, il y a un problème. Et il faut régler le problème aujourd'hui. Régler le problème aujourd'hui, c'est de mettre davantage en confiance les militants du parti UP Le Renouveau. C'est de mettre davantage en confiance les Béninois pour qu'ils comprennent que oui, il y a un parcours, que le monsieur a eu des problèmes au cours de son parcours, mais qu'aujourd'hui, il revient devant la scène, c'est de peut-être chercher à voir si le discours qu'il propose maintenant est rassurant, dans une certaine mesure, parce qu'il est candidat, comme on a pu l'écrire, c'était candidat au Dauphinat, parce que certainement il y aura des élections internes, on désignera qui sera candidat du parti UP Le Renouveau. D'office, c'est vrai que Joseph Diogbenou, il croit dur comme fait pour dire qu'il sera candidat. Mais attendez de voir si les élus, les membres du parti politique Union Progressiste de Renouveau porteront leur choix sur lui pour qu'il soit candidat de la fonction politique. Toujours est-il que je crois qu'il a un travail à faire énormément sur le terrain pour soigner à nouveau son image. C'est très important. Maître Joseph Diogbenou, Fifame Diogbenou, candidat au Dauphinat. Oui, Joseph Fifame Diogbenou est bel et bien candidat au Dauphinat. Je pense que vous suivez ses actions politiques sur le terrain. Il occupe le terrain ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines. On le voit à gauche, à droite. Il pense courir pour rattraper les actions posées par Olivier Bokor. Vous savez, Olivier Bokor, lui, il agit dans l'ombre. Quand vous êtes milliardaire, vous avez un peu de ressources financières, vous mettez des gens devant et les gens agissent en votre nom. Et c'est le rôle que joue Jean-Yves Mitokpe, que je salue au passage, que vous voyez presque tous les week-ends dans les hameaux, les villages, les villes du Bénin. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, on a compris que Joseph Diogbenou, qui est rattrapé par son passé, veut tout mettre en œuvre pour soigner d'une manière ou d'une autre son image. Les gens vont me dire que c'est la haute direction de l'Union progressiste, le renouveau, qui fait des activités et qui va au nord. On fait une tournée au nord pour expliquer le bien fondé de la révision de la Constitution, le bien fondé de la modification de la loi électorale. Oui, mais en dessous, au plan politique, on peut affirmer sans embâche que Joseph Diogbenou est en train de courir, qu'il est véritablement, il est effectivement candidat pour le Dauphinat. Il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Écoutez, c'est les actions qui parlent. L'intéressé ne va... Est-ce que vous avez jamais entendu Olivier Bokor dire qu'il est candidat? Est-ce qu'il a déjà pris les dossiers? Non, écoutez, c'est une question de temps.
c'est dans un an que ces trucs vont bien commencer, mais 1 an, 2 ans, c'est maintenant ça a commencé. Olivier Bokor, il est président de quel parti politique? Olivier Bokor, il est tant bien au niveau du bloc républicain que de l'Union progressive le renouveau. Il est dans les 2 partis. Il est président des 2 partis. Il est le président des présidents. C'est ça qui est la question. Une chose est claire. Aujourd'hui, finalement, vous avez réussi à me faire rire. Aujourd'hui, Joseph Djogbenou est en train de se chercher. Parce que, vous savez, le passif politique, son passif politique ne le permet pas de se positionner correctement et très rapidement. Ils sont en train de travailler pour. Vous avez entendu? C'est ça, ils sont en train de travailler pour. JFD sur le terrain en train de travailler. Oui, ils sont en train de travailler pour. Mais, une chose est claire, Olivier Bokor est vraiment en avance. Ils vont y arriver. Mais je salue au passage la une de ce journal, le journal Les 4 Vérités. Si vous regardez, tel que le journal a été présenté, c'est-à-dire le journaliste a rappelé un petit passé à Boni Yahi. Il nous a montré, Marcel nous montre le journal. Il rappelle un petit passé à Boni Yahi et pour pouvoir justifier un peu, il ramène maintenant Joseph Djogbenou juste pour dire que, bon, juste pour équilibrer l'information. C'est du professionnalisme. Ah ouais. C'est l'ancien directeur de publication de Fraternité qui a parlé. En tout cas, je ne dis plus rien. Laurent Roland Tanikes, merci. Tiens-moi. Adieu, Tchomakou, merci.